Je m'appelle Loïc Rétibois, j'ai 46 ans. Je suis atteint de la maladie de Charcot et je refuse de partir en Suisse ou en Belgique pour mourir. C'est devenu un acte militant pour moi, je veux pouvoir mourir en France. Alors, je m'appelle Brigitte, j'ai 46 ans et depuis 2020, je souffre d'un cancer des os qui continue à se dégrader, on va dire, tous les mois. Voilà, et qui maintenant est considéré comme un cancer généralisé. Alors, je m'appelle Claudette Pierret, j'habite à Longwy et depuis une douzaine d'années, j'aide des malades français à aller mourir en Belgique et en Suisse puisque la loi française ne leur permet pas de mourir chez eux. Libération, elle est un ouvrage même de réflexion. Et je le dis clairement, cette expression de la Convention porte en elle une exigence et une attente. C'est celle d'un modèle français de la fin de vie. Il demande au gouvernement de lui présenter un projet de loi avant la fin de l'été, c'est ce qui sera fait. Les cartes sont changées, la maladie est incurable, le malade doit reprendre en main sa destinée. Ça me semble fondamental. Et il y a des euthanasies clandestines qui se passent dans notre pays. Avoir le choix est quelque chose d'important. J'ai entendu quelques-uns qui nous disent « mais c'est très long ». Et je leur dis « je comprends, mais… » Et entendez qu'il faut du temps pour un texte aussi important. Catherine Vautrin, Emmanuel Macron a précisé, on l'a dit. Début 2024 et presque rien. Entre promesses et débats, l'attente est trop longue pour les militants et les malades. Alors que les Français semblent majoritairement pour, car selon le rapport de la Convention citoyenne sur la fin de vie d'avril 2023, 75,6% des votants sont en faveur d'une évolution de la loi. En attendant cette avancée sociétale, les malades en fin de vie n'ont d'autre choix que de traverser les frontières ou s'en remettre à l'illégalité en choisissant des euthanasies clandestines. Entre incompréhension, agacement et espoir, nous avons rencontré les acteurs de ce débat et parlé avec eux de ce sujet, finalement pas si tabou. Nos recherches nous ont conduits jusqu'à Claudette Pierret. Cette femme, vous l'avez peut-être déjà vue dans des reportages télé ou dans des articles de presse. Depuis sa maison à la frontière belge, cette retraitée dédie sa vie au soutien des malades français qui souhaitent bénéficier d'une euthanasie à l'étranger. Vous me dites quand ça démarre ? C'est un pur hasard parce que c'était en 1987, donc à l'époque j'avais 39 ans, et j'ai lu un article dans un journal qui s'appelait Femmes d'aujourd'hui, et dans lequel il y avait un article. L'article parlait de cette dame qui était poursuivie devant la justice parce qu'elle avait... Alors je ne sais pas si elle y était arrivée ou pas, mais en tous les cas, elle avait essayé d'aider son mari à mourir. Elle avait 83 ans, lui il en avait 87. Il était en phase terminale d'un cancer et il souffrait tellement qu'elle a voulu l'aider à mourir. Et, en bas de cet article, il y avait une adresse de la DMD qui expliquait son combat pour obtenir une loi en France. Et donc, j'ai adhéré à la DMD dans un premier temps. Ce sont toujours les patients qui viennent vers moi et jamais moi qui propose mon aide, bien évidemment. Alors, ce sont des personnes qui sont en recherche d'une aide à l'étranger, principalement Belgique et Suisse. Et donc, moi, je suis bien placée à la frontière puisque on est tout près. Donc, j'ai pu avoir les contacts avec les médecins belges de ma région. Et puis, le hasard a voulu qu'à une de mes réunions à Longwy, le docteur Delocte soit présent. Donc, on s'est rencontrés à cette occasion-là. On a sympathisé et au départ, il m'a dit qu'il pouvait aider un ou deux malades. On pensait jamais que ça prendrait une ampleur aussi grande. Donc, j'ai dit oui, moi je veux bien essayer. Donc, au fil du temps, il y en a eu de plus en plus, le bouche à oreille fonctionnant, et puis c'est devenu quand même un sujet prégnant dans la société. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de malades qui veulent absolument. Et je dirais même pas que des malades, parce qu'on a aussi des personnes qui nous contactent pour pouvoir adhérer pour le cas où il leur arriverait une tuile. Donc maintenant, c'est vrai que c'est mon quotidien, d'aider les gens. C'est via une amie en fait que, en discutant, qui m'a parlé en fait de Claudette, voilà, et qui m'a donné ses coordonnées. Et voilà, de fil en aiguille, ça s'est enchaîné très vite et très positivement. Justement, c'est quoi la relation avec Claudette? Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous? C'est une perle. Donc j'ai pris contact, je pense, de mémoire, c'était un vendredi soir.
On s'est eu en appel le samedi. Le dimanche soir, j'ai rendu tous les papiers, signés donc avec le questionnaire médical, ma demande d'euthanasie signée. Et le lundi soir, j'avais les rendez-vous programmés chez les médecins. Donc en un week-end, je vais dire, j'avais un poids énorme qui s'est dégagé et qui s'est ouvert pour moi. Comme d'autres malades avant elle, Brigitte a croisé le chemin de Claudette. Elle et sa famille résident en France. Elle n'a d'autre choix que d'être aidée par Claudette pour trouver un médecin qui accepterait de l'accompagner dans cette dernière et difficile étape. Au départ, c'était quelques métastases en 2020. Maintenant, j'ai tout le squelette rempli de métastases, tout le bassin, toute la colonne, les 2 jambes, les fémurs. Donc la progression de la maladie est réellement là. Il n'y a pas de solution pour les métastases. On ne peut pas opérer, on ne peut pas brûler, on ne peut pas soigner ni guérir. Voilà. Et je sais que le jour où ça ne marchera plus du tout, et qu'on me dira il faut aller vous hospitaliser parce que c'est la fin, là la décision elle est prise, quoi. Il n'y a pas de palliatif et je ne me vois pas sur un lit tubé de partout et rester des jours, des semaines, non. Brigitte et son mari se rendent dans la capitale belge pour rencontrer le docteur Yves Delocte. Cet homme souriant et vif va étudier attentivement le parcours médical de Brigitte pour lui dire si oui ou non elle entre dans le cadre de la loi belge. Le docteur Delocte est en contact direct avec Claudette. Il aide les Français et Belges à programmer le jour de leur fin de vie quand les souffrances deviennent trop grandes. Il est l'un des rares médecins à accueillir des Français et à médiatiser son action. On met dans le document mort naturelle, oui. Puisqu'il y a une loi qui admet ça depuis plus de 20 ans maintenant. Mais c'est pas considéré comme suicide. Non, pas du tout. Rien à voir. Non, on met mort naturelle et on peut même ajouter des euthanasies puisque c'est la vôtre. Au moment, je continue à travailler. Ça maintient la forme. Hein. Oui, oui, c'est ce que je me suis dit jusqu'à... J'ai travaillé jusqu'à octobre l'année dernière. C'est le meilleur moyen de conserver la santé. C'est de rester occupé, en tout cas moralement, d'être occupé, d'avoir des projets. Et essayer, même pendant cette période qui est difficile pour vous, de continuer, si c'est possible, de vous occuper, d'avoir un projet pour certaines choses. Alors c'était particulier, c'était la Saint-Valentin, déjà, aussi. Entre les 2 médecins, on a fait un petit break, on a été manger avec mon mari. Voilà. Mais je me sentais bien, vraiment, comme si j'étais détendue. Voilà, dans la voiture, c'était à la limite si je chantais parce que j'étais bien. Voilà, apaisée. Alors, mes attentes, j'espérais que mon dossier médical soit validé. C'était mes craintes. Et mes attentes, je voyais ça vraiment comme un soulagement. Et de me dire, c'est fait. Alors, maintenant, la demande d'euthanasie, quand on me voit comme ça, c'est pas pour demain. Pour l'instant, j'ai une solution antidouleur qui a l'air de fonctionner, donc je touche du bois, j'en suis ravie. Mais demain, je sais pas. Donc, vu que mon état peut se dégrader très très vite, je voulais vraiment être assurée par rapport à cette demande d'euthanasie et pas avoir ce poids de me dire si demain on me dit il faut vous hospitaliser parce qu'il n'y a pas de solution, je veux pas de soins palliatifs. Donc j'étais vraiment apaisée, c'est le terme. On a le sentiment un peu d'être dans l'illégalité, de se dire on va faire les choses dans un autre pays qui au final est autorisé en Belgique, donc on a l'impression de prendre un petit peu sa voiture comme si on était des clandestins, d'aller chez un médecin en 12, d'aller chez un psychiatre en 12 pour avoir une autorisation. Et oui, il y a un peu ce sentiment de crainte par rapport à ça. Alors que si la France l'autorisait, j'aurais pas été obligée de monter à Bruxelles et de faire tout ça. Il n'y a pas de loi en France qui interdit à un malade d'aller mourir en Belgique. En Belgique, il n'y a pas de loi qui interdit à un médecin d'aider un malade français. Donc moi, je me considère comme étant dans la loi, dans la mesure où je n'incite personne à aller mourir. Je ne fais que renseigner des personnes qui veulent aller mourir à l'étranger, qui ne savent pas à qui s'adresser, qui n'ont pas les contacts.
Des médecins engagés pour la fin de vie et qui aident leurs voisins, ça ne court pas les rues. Pourtant, Claudette a rencontré Christine Van der Velde, une médecin retraitée qui a accepté d'euthanasier des patients français dans son pays. De cette collaboration est née une amitié, malgré la lourdeur de leur activité. Quand est-ce que vous avez connu Claudette? Ça fait combien de temps? Ah, justement, je me posais la question. Ça fait longtemps parce qu'avant qu'on puisse aider, la loi n'était pas encore... J'ai très tôt eu envie d'être médecin et puis je viens de terminer 43 ans de pratique que j'ai beaucoup aimé. En 2002, la loi était là et j'ai pu en profiter. Donc il y a eu ce très long débat au Sénat. Et donc voilà, là j'ai pas été trop impliquée, ou pas du tout même, mais la loi était là. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était pas compliqué, que c'était simple et qu'on nous faisait confiance. Alors, il y a les derniers au revoir, et souvent, presque chaque fois, le malade dit bon, maintenant ça suffit, est-ce qu'on peut avancer? Donc la famille, elle veut encore dire un petit mot, encore dire combien ils s'aiment. Mais le monsieur ou la dame souhaite que ça aille. Une fois qu'il est prêt, je lui demande une dernière fois si vraiment c'est ça son souhait et qu'il le dise haut et fort pour que la famille l'entende, que ce n'est pas nous les mauvais, que c'est bel et bien sa demande. Et alors il ou elle redit une dernière fois « je souhaite l'euthanasie ». Et à ce moment-là, on injecte le produit, qui est jusqu'à présent c'était des barbituriques, donc un anesthésique, hein, et puis ça va très vite. Donc là, je n'ai pas l'habitude de mettre un sédatif, c'est pas nécessaire, je trouve, et puis il s'endort, mais dans la minute. Il y a bientôt 1 an, la Convention citoyenne sur la fin de vie a semblé mettre tout le monde d'accord. Aujourd'hui en France, le patient a le droit de refuser des traitements qui maintiendraient sa survie et dans certains cas où la mort est très proche, bénéficier d'une sédation profonde et continue jusqu'au décès. Or, le pays n'est couvert qu'à 50% en lits de soins palliatifs selon la Cour des comptes, alors que la loi Claes-Leonetti de 2016 suppose une couverture totale du territoire. Au-delà d'une augmentation du tarif de séjour en soins palliatifs, 22 départements français ne possèdent aucun service de ce genre et toutes les situations ne rentrent pas dans ces cadres. En Belgique, selon les chiffres de l'année 2023 de la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation de l'euthanasie, le nombre d'euthanasies enregistrées a augmenté de 15% par rapport à 2022. Selon cette déclaration, 110 patients résidant à l'étranger sont venus en Belgique pour bénéficier de la loi, 101 d'entre eux étaient français. L'association pour le droit à mourir dans la dignité est présidée par Jonathan Denis depuis bientôt 3 ans. Il s'est engagé à la DMD suite à une histoire très personnelle, celle de son père qui a eu recours à une euthanasie clandestine. Cette association aide les Français à réfléchir sur leur fin de vie. Elle prône la liberté totale de chaque Français, que ce soit en soins palliatifs ou par un suicide médicalement assisté. Et puis ensuite, il y a eu mon papa. Mon papa qui a eu un cancer généralisé et qui souhaitait décider quand et où les choses devaient s'arrêter. Il a souhaité le faire lui-même, les choses ne se sont pas passées comme il le souhaitait, il est tombé dans un coma irréversible, il a été transporté à l'hôpital. Et c'est le professeur qui l'a suivi à l'hôpital et qui nous a dit « Écoutez, voilà, je connaissais votre papa, je connaissais ses choix. Maintenant, très clairement, il ne se réveillera pas. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'on l'aide ?» Et donc, il a été accompagné dans le cadre d'une euthanasie clandestine, euthanasie illégale, mais en France parce qu'il connaissait le médecin, parce qu'on connaissait le médecin. Et ce jour-là, je me suis dit non, c'est pas possible qu'il faille ou avoir l'argent pour partir à l'étranger, ou avoir les connaissances pour partir également à l'étranger, ou même avoir les connaissances pour être accompagné comme on le souhaite en France. Et donc, je me suis dit, là, tu dois te battre de toutes tes forces pour une loi à la fois sur le développement des soins palliatifs et la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté. Je me bats pour qu'il y ait un seul et même projet de loi qui allie à la fois ce qu'on appelle les soins d'accompagnement, dont les soins palliatifs, évidemment, et la légalisation de l'aide active à mourir. Parce que pour moi, c'est un continuum de soins. Il y a des personnes pour qui les soins palliatifs ne peuvent pas soulager toutes les souffrances physiques ou psychiques. Parce qu'il y a des personnes pour qui la vie n'est devenue que de la survie, et même les soins palliatifs n'arrivent pas à les accompagner. Qu'est-ce qui peut bloquer en France sur le sujet de la fin de vie ? Pour moi, il y a 3 grands tabous dans notre pays.
Vous avez l'argent, vous avez le sexe, vous avez la mort. Si on en est encore à parler aujourd'hui, d'une loi sur l'aide active à mourir, c'est que depuis 40 ans, il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien qui a été fait par des personnes qui étaient contre, on peut le comprendre, mais il n'y a surtout rien qui a été fait par des personnes qui étaient pour. C'est une première raison pourquoi on n'a pas avancé, parce qu'il n'y a pas eu de courage politique. Mais je pense également qu'il y a eu une grande place qui est laissée au discours religieux. Il y a beaucoup trop de discussions qui peuvent être faites avec la religion, alors que nous sommes un État laïque. Moi, je me bats pour une loi laïque, je me bats pour une loi républicaine, je me bats pour une loi progressiste. Et dernier point, pourquoi on n'a peut-être pas avancé, je pense aux grands représentants médicaux qui sont tout simplement souvent déconnectés de la demande des personnes qui souffrent, de la personne qui est dans le lit. Courage politique, religion, médical, je pense que ça a fait, hélas, un mauvais cocktail pour qu'on puisse avancer sur ce sujet. Vous savez, je suis profondément scandalisé qu'il y ait des Françaises et des Français qui doivent fuir à l'étranger, partir en Belgique, partir en Suisse, ou être accompagnés parfois, illégalement en France, pour pouvoir mourir comme ils le souhaitent parce que leurs souffrances sont insupportables. Je voudrais que ces Françaises et ces Français n'aient plus à franchir les frontières. Les parlementaires sont prêts à voter une loi, et qu'on a un président de la République qui nous dit « je veux prendre mon temps ». Mais quelle insulte de dire ça aux Françaises et aux Français qui souffrent. Eux, ils n'ont pas le temps, Monsieur le Président. Et eux, ils fuient le pays où ils sont accompagnés, parfois illégalement en France, pendant que vous voulez encore prendre votre temps. Non, eux, ils n'ont plus le temps, il y en a d'autres qui n'auront pas le temps, donc c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Loïc, lui, a fait le choix de mourir en France. Il médiatise activement son combat pour qu'une loi lui permette de partir quand il le voudra. Mais en attendant, il a dû prendre ses dispositions et trouver un médecin qui accepterait de pratiquer une euthanasie clandestine quand il aura atteint ses limites. L'entrée dans la maladie s'est faite pour moi de manière presque anodine. Ça remonte à 2019-2020 à peu près. Après avoir joué au tennis avec mes adversaires, en fait, quand je buvais un coup avec eux, j'avais la main gauche qui tremblait énormément. Mais mon épouse a fini par me demander d'aller voir un neurologue pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et c'est à l'occasion de cet examen et d'un EMG qu'elle m'a fait passer qu'elle m'a dit que mes muscles, notamment des membres supérieurs, étaient en souffrance. Et m'a annoncé en septembre 2022 que ce dont je souffrais en fait c'était la maladie de Charcot. Quand le neurologue m'a annoncé que je souffrais de cette pathologie, on peut pas dire que je suis tombé de l'armoire, sincèrement. Je m'y étais préparé parce que pendant ces 2 ans et demi, la maladie avait quand même beaucoup progressé, notamment sur mes bras. Évidemment, quand on vous annonce officiellement que votre espérance de vie vient de passer de, 40 ans à 4 ou 5 ans, c'est forcément difficile. La maladie de Charcot est quand même particulière. C'est une maladie qui éteint vos muscles les uns après les autres. Et donc vous finissez alité, sans pouvoir bouger. Mais quand je dis sans pouvoir bouger, c'est même pas le petit doigt. Le fait d'être atteint d'une maladie incurable, je veux dire, c'est tombé sur moi. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Et j'ai envie de dire que vous avez 2 possibilités. Soit vous vous effondrez, soit vous faites face. Et moi, c'est bizarre, mais je me suis dit, bon, allez, si je me mets à déprimer, si je me mets à m'effondrer, est-ce que ma vie va être plus facile? Ben non, elle va être beaucoup plus dure. Je trouve aussi que c'est trop facile que les malades aillent mourir à l'étranger. Ça arrange les pouvoirs publics, en fait. L'aide active à mourir, c'est ni plus ni moins qu'une espèce de joker que vous pouvez sortir quand vous n'en pouvez plus. Et ça vous apporte, quand vous êtes malade, une espèce de sérénité dans votre fin de vie. Je voulais pas connaître cette situation où vous êtes pas encore mort, mais plus vraiment vivant. Aujourd'hui, j'imagine que je supporterais pas de me sentir prisonnier de mon corps. À quel moment je me sentirais prisonnier de mon corps, je suis même pas capable de le répondre. C'est peut-être là que je place le curseur. Quand je passerai plus de moments heureux, c'est qu'il sera temps pour moi que tout s'arrête. En découvrant cette maladie, je me suis dit, mais comment, avec une maladie comme celle-là, peut-on accepter de se voir dépérir et d'accepter cette déchéance? Et donc, j'ai pas été plus étonnée que ça que Loïc ait ce positionnement, parce que je vous dis, ça aurait été la même chose pour moi. Ma position serait la même. Je veux dire, quel intérêt de vivre... Enfin, est-ce une vie déjà? Est-ce qu'on peut appeler
ça une vie. Donc à partir du moment où c'est plus une vie, voilà, ça sert à quoi de rester à attendre que la fin arrive et dans quelle souffrance, quoi. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir bénéficier de la loi en France. Si la loi ne passe pas suffisamment rapidement, je serai contraint effectivement de trouver une solution pour pouvoir mettre fin à mes jours. Et oui, j'espère que ça pourra se faire sous forme d'une euthanasie clandestine qui est quand même bien moins violent qu'un suicide. Je peux pas trop vous expliquer comment j'ai fait, mais disons que il y a quand même un certain nombre de militants qui ont conscience qu'il y a des Français qui veulent mourir en France. Il y a des gens qui se comportent tout simplement avec fraternité et humanité. Moi, je sais pas comment il s'est procuré ce produit. Et ce produit, c'est un cocktail lithique, c'est-à-dire que ça conduit à une mort rapide. Moi, c'est ça que je demande, tout simplement. Bernard Senet est médecin à la retraite. Militant du droit à mourir dans la dignité, il a durant sa longue carrière aidé des patients à mourir dans l'illégalité. Donc j'ai accompagné un certain nombre de gens, toujours de manière illégale, et encore maintenant de manière illégale. Alors là, je suis plus en activité, mais comme je milite beaucoup dans les deux associations, la DMD et le Choix, je suis très souvent sollicité. Quand j'ai fait mes études de médecine, j'ai travaillé dans des services de neurologie ou de cancérologie dans lesquels il y avait des patients qui étaient très mal et qui demandaient à être aidés et accompagnés. On le faisait à l'époque. Évidemment, c'était complètement interdit, mais c'était pratiqué par les médecins. J'ai été confronté assez vite au cas d'une jeune fille qui avait 12 ans, qui a attrapé un mauvais cancer à 12 ans, qui s'est battue comme un lion pendant 2 ans et qui est arrivée à l'âge de 14 ans en fauteuil roulant avec des métastases osseuses, sous oxygène, enfin dans un très mauvais état général, mais en très bon état psychologique. Et un jour, elle m'a dit, je fête mon anniversaire des 14 ans, je peux plus continuer comme ça, donc il faut que tu m'aides à partir. Et je l'ai fait, en toute conscience que je faisais quelque chose qu'elle me demandait. Enfin. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il fallait qu'on avance les choses. Alors j'avais l'expérience de l'IVG parce que j'ai milité et j'ai pratiqué des IVG avant la loi Veil, dans le cadre d'un mouvement qu'on appelait le MLAC. Et là, je me dis, c'est le même combat. C'est les gens ont le droit de disposer de leur corps, évidemment, c'est pas tout à fait le même problème, mais les gens ont le droit de disposer de leur corps pour partir quand ils veulent. J'ai pas peur de mourir, j'ai peur de mal vivre ma fin de vie. Et c'est vraiment extrêmement différent. Ce médecin, j'ai échangé au téléphone avec lui, je lui ai expliqué mon état de santé, et ce qu'il m'a dit, c'est « Rappelez-moi quand vous estimerez que vous êtes proche du moment où vous aurez envie d'en finir. » Et moi, j'espère ne jamais le rappeler. Déjà, j'ai été étonnée comme tout le monde, je pense, parce que ça s'est arrivé comme ça soudainement. Une fois que j'ai lu l'article, j'ai mis beaucoup de réserves parce que c'est pas du tout ce vers quoi moi je voudrais qu'on aille. Je voudrais qu'on aille vers la loi belge. Et là, on en est très loin. Hein. Et je pense qu'avec ce projet de loi, s'il devait se transformer en loi, on aura encore des malades, des tas de malades qui iront traverser les frontières pour aller en Belgique ou pour aller en Suisse. Il va falloir demander aux médecins qu'ils aillent faire un stage chez Madame Irma pour savoir si le malade va mourir dans les 2 mois, dans les 3 mois, dans les 6 mois. Ça, c'est déjà un problème qui va donner le pouvoir aux médecins de dire à un malade qui demandera une aide, lui dire vous n'êtes pas encore dans la phase de la loi. Il y a des tas de personnes qui sont atteintes de maladies très graves, qui ne veulent pas aller au bout de leur maladie et à qui on va dire non, vous attendez encore un petit peu que le temps passe et puis pendant ce temps-là, souffrez. Il faut qu'on écoute les malades. C'est le malade qui est au centre du dispositif. Ce ne sont ni les médecins, ni les philosophes, ni tous ceux qui veulent décider à notre place. La seule personne qu'il faut entendre, c'est le malade. Moi, je me bats pour la liberté. La liberté, ça a toujours été très fort pour moi. Et l'aide active à mourir, c'est ni plus ni moins qu'une liberté supplémentaire. D'ailleurs, j'ai envie de dire que c'est une liberté qui n'empiète en rien sur celle des autres. Mon père, c'est la valeur
qui m'a enseigné le plus, c'est la liberté. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que cette liberté. Je me sens apaisée en fait. Apaisée pour la fin et oui, j'ai une énergie, j'ai envie de refaire plein de choses. Donc oui, ça me donne un sentiment de boost un petit peu. Ouais. J'avais déjà des plaisirs simples comme notamment la contemplation de la nature. Ça c'est un truc que je peux toujours faire et avec un plaisir décuplé. Moi si je vais promener mon chien avec mon épouse et que je vois un martin pêcheur le long de la Somme, là, ça me fait ma journée. Le message que je voudrais passer surtout, c'est que il faut profiter de la vie en fait, parce qu'on ne sait jamais de quoi nos lendemains seront faits. Et il ne faut pas passer à côté du bonheur quand il vous accompagne et que vous vous en rendez pas compte.